Bonjour à tous. Alors, comme promis sur les réseaux sociaux, aujourd'hui je vous réalise une petite vidéo, un cours on va dire gratuit sur les différents foramen de la base du crâne et les structures qui les traversent. Donc je réalise spécialement cette vidéo pour les étudiants en ostéopathie qui sont passés par la même école que moi, mais aussi pour les autres, même si je ne suis pas au courant des contenus de cours pour les autres écoles d'ostéopathie. Alors, il me tenait à cœur de faire ce cours car c'est un sujet quand même compliqué, c'est une anatomie complexe, ce sont des zones assez petites pour lesquelles on n'est pas toujours certain d'envisager toutes les structures qui sont en lien avec les différents foramen. Et donc, j'ai décidé de vous partager ça gratuitement pour vous aider dans vos études, surtout que les examens c'est en juin, on est presque en mai et donc il est temps de se mettre à réviser si ce n'est pas encore fait de votre côté. Donc vous voyez sur cette première image que je vous présente, il y a l'entièreté des foramen de la base du crâne, j'espère ne pas en avoir oublié. Et sachez que donc il y a de grands foramen qui sont souvent expliqués dans différents cours, et puis des petits foramen beaucoup plus rares dont on ne parle pas forcément en classe, ce qui est bien dommage, et sur lesquels on vous interrogera tout de même à l'examen. Donc ça fait toujours partie des petites questions qu'on est heureux de voir arriver. On voit un foramen qui sort de la grande aile du sphénoïde, on ne sait pas d'où il vient, et on vous demande de dire ce qui passe à l'intérieur. Et là, en fait, si vous ne l'avez pas étudié, c'est très compliqué d'avoir la bonne réponse. Donc moi, je vous fais vraiment une liste que je crois exhaustive. Maintenant, j'en ai peut-être oublié l'un ou l'autre, et n'hésitez pas à m'en faire part si c'est le cas. Et on va donc traverser cette base du crâne d'avant en arrière pour voir les différents foramen. Alors déjà pour faire une introduction donc sur la base du crâne, hein, on va prendre ça doucement et gentiment. Donc vous voyez ici, c'est un crâne qu'on a coupé, donc c'est-à-dire c'est comme si je vous jetais un frisbee coupant vers le front et que ce frisbee vous traversait d'avant en arrière, puis que j'enlevais votre cerveau, les ménages, tous les vaisseaux vasculaires et les nerfs et que je regardais là par au-dessus. Et donc vous voyez que cette base du crâne vue du haut, elle paraît être plan, mais rappelez-vous, vous êtes normalement au courant que cette base du crâne, lorsque vous la regardez latéralement, elle fait un système de petites marches d'escalier comme ceci. On va avoir ici sur la marche la plus haute et la plus antérieure, on va avoir donc l'os frontal que l'on voit ici en beige, l'ethmoïde que l'on voit ici en mauve et la partie avant du sphénoïde que l'on a ici en beige un peu plus clair en arrière avec donc ces petites ailes que vous voyez ici, le jugum du sphénoïde qui vient se poser sur l'ethmoïde et donc on va dire la partie antérieure du corps du sphénoïde donc qui vont former cette base crânienne donc antérieure. Donc la base crânienne antérieure est plus haute, plus en avant puisqu'elle est antérieure et elle est composée donc essentiellement de l'os frontal, de l'ethmoïde et de la partie antérieure du sphénoïde. Ensuite, si on passe encore un cran en arrière, donc vu d'ici au-dessus, on a l'impression qu'on est sur le même plan, mais si l'on regarde ici de profil, donc la partie moyenne de la base crânienne est un cran plus bas que la partie antérieure. Là, on aura vraiment donc le corps du sphénoïde qui va la composer, les grandes ailes ici du sphénoïde qui vont la composer, mais également la partie antérieure de la pyramide pétreuse de l'os temporal, sa partie squameuse que vous voyez ici, et certains mettent dans la base l'os pariétal. Moi, je ne suis pas d'accord. L'os pariétal que l'on voit ici en gris fait plutôt partie de la voûte. Donc cette partie moyenne que vous voyez ici est plus basse que la partie antérieure, est composée des grandes ailes du sphénoïde de chaque côté, du corps du sphénoïde, de la partie antérieure de la pyramide pétreuse de l'os temporal et de la lame, ou plutôt de l'écaille, du squame de l'os temporal. Si on part encore un cran en arrière, on descend encore d'un étage du cou et on arrive sur la partie arrière. Donc en fait, si vous voulez votre pyramide pétreuse, vous pouvez la diviser comme ceci en deux via donc ce qu'on appelle les crêtes pétreuses. La partie avant ici de la pyramide pétreuse se trouve dans la fosse crânienne moyenne. La partie arrière de la pyramide pétreuse se trouve dans la fosse crânienne postérieure. Et donc dans cette fosse crânienne postérieure, on a cette partie de l'os temporal et bien sûr, on retrouve ici donc l'apophyse basilaire et les parties condylaires
de l'occiput, à savoir que l'écaille occipitale appartient plutôt à la voûte crânienne. Donc, si je résume rapidement, vous avez donc, attendez, hop, je supprime tout. Donc, vous avez au niveau de la base du crâne plusieurs étages. Vous avez d'abord un étage plutôt antérieur, et cet étage antérieur est l'étage le plus haut. Il est composé de l'os frontal, de l'ethmoïde et de la partie antérieure du sphénoïde, c'est-à-dire petites ailes du sphénoïde, jugum sphénoïdal, et on y met même les apophyses clinoïdes antérieures qui vont servir d'insertion à la tente du cervelet. Ensuite, si on va un cran en arrière et plus bas, on est sur la fosse crânienne moyenne. On a le corps du sphénoïde, les grandes ailes du sphénoïde, la partie antérieure de la pyramide pétreuse de l'os temporal et l'écaille du temporal. On va encore un cran en arrière et plus en dessous dans la fosse crânienne postérieure, et cette fois-ci on aura la partie arrière des pyramides pétreuses de l'os temporal, l'apophyse basilaire et les zones condylaires de l'os occipital, à savoir que l'écaille occipitale appartient plutôt à la voûte. Une fois qu'on a dit ça, donc vous allez pouvoir classifier les différents foramen qui sont tous nommés ici sur le schéma. Vous allez pouvoir les classifier par rapport à la fosse crânienne dans laquelle ils se trouvent. Alors c'est pas ultra utile en tant que clinicien de savoir ça, mais en tant qu'anatomiste, ce sont des questions qu'on pourrait vous poser. C'est-à-dire, on pourrait vous dire, est-ce que le trou borgne appartient à la fosse crânienne moyenne? Eh bien, c'est faux. Le foramen borgne appartient à la fosse crânienne de la base plutôt antérieure. Pourquoi? Parce qu'il est composé de la partie antérieure de l'ethmoïde et de la partie, on va dire, plutôt postérieure de l'os frontal. Donc, impossible qu'il se trouve dans la moyenne puisque ces os composent la partie antérieure. C'est un petit exercice que je vous laisserai faire. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, sachez juste que cette fosse crânienne vue du dessus, on a différents étages, un antérieur, un moyen, un postérieur. Ce sont des marches d'escalier qui vont de haut en bas, d'avant en arrière. Notez donc que cette partie ici plutôt antérieure, sur cette partie antérieure reposent les lobes frontaux. Sur cette partie plutôt moyenne reposent les lobes temporaux, et sur cette partie plutôt postérieure, ne faites pas l'erreur de me dire que c'est l'occiput qui repose, parce que le lobe occipital, lui, repose sur l'écaille de l'occiput, mais plutôt, donc sur cette partie, on va dire ici, postérieure et inférieure, c'est plutôt le cervelet qui repose. Donc cervelet, lobe temporal, lobe frontal. Allez, on passe à la suite parce que ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les foramen. Alors, le premier foramen duquel nous allons parler, c'est ce qu'on appelle le foramen borgne ou le trou borgne. Il est constitué ici, donc il se trouve dans la fosse plutôt crânienne antérieure, donc la base du crâne antérieure, et il est constitué de la partie avant de l'ethmoïde, juste en avant de la cristagalie, et de la partie arrière de la portion horizontale et intermédiaire de l'os frontal. Alors, ce trou est inconstant. Il y a des gens chez qui le foramen borgne est fermé, c'est-à-dire on dit qu'il est non perforé, il n'est pas traversé par différentes structures. Alors, ce foramen, en fait, juste en arrière, si vous avez la cristagalie, vous savez qu'on a une membrane de tension réciproque qui s'insère dessus, qui est la faue du cerveau. Alors, cette faue du cerveau, elle va servir de support. Vous savez que la partie supérieure de la faue du cerveau sert de support à un sinus veineux. C'est le sinus sagittal supérieur. Eh bien, le foramen borgne est traversé par des structures vasculaires qui viennent des fosses nasales, qu'on appelle les veines émissaires ou les veines frontonasales, qui vont aller se jeter dans le sinus sagittal supérieur. Donc ce foramen sert de jonction entre les veines émissaires du septum nasal antérieur et le sinus sagittal supérieur. Notez donc que certaines affections ORL pourraient se propager via ces veines émissaires d'une cavité nasale vers la dure mère. Imaginons que vous êtes à une soirée un peu trop arrosée, que vous vous retrouvez à insérer des substances un peu illicites dans vos cavités nasales pour vous sentir plat de dopamine et d'ocytocine, eh bien sachez que dans ces substances, il peut y avoir des crasses et que ces crasses pourraient diffuser dans l'espace intracrânien via, par exemple, un trou borgne et les veines émissaires qui ramèneraient ces substances en intracrânien. Donc, méfiez-vous de ces petits jeux. Alors, le but ici de la vidéo, c'est pas de vous parler des techniques crâniennes dans lesquelles on aurait la prétention d'écarter certains os de la base d'autres. Vous savez que
la base du crâne est ossifiée très rapidement. Pourquoi? Parce que cette base du crâne sert en réalité de support stable pour la croissance du neurocrâne et du viscérocrâne, c'est-à-dire de la voûte crânienne et de la face. Il est donc difficile d'imaginer que cette zone puisse encore être accessible à des écartements osseux à l'âge adulte. Donc moi, je ne vais pas épiloguer sur les traitements. Je pense qu'il faut faire des techniques au niveau du crâne pour créer des effets thérapeutiques. Maintenant, l'explication pour moi, ce ne sont pas des écartements des différentes structures osseuses. Bref, ce n'est pas le débat. Sachez néanmoins, le gars là qui fait sa pub, que je donne une formation sur la thérapie manuelle et essentiellement neuromyofaciale dans le champ crânien au niveau de l'ATM et au niveau des cervicales hautes. Dans ce cours, bien sûr, je vous donnerai moi plutôt mes hypothèses explicatives et donc du coup mon raisonnement thérapeutique en partant d'un bilan vers un traitement adapté à ce bilan pour le crâne. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse écarter les différents os et surtout pas de la base. Alors, donc, pour ce qui est du trou borgne, on a terminé. Donc, notez qu'il est essentiellement vasculaire, ce foramen, et c'est surtout donc, pour les veines qui vont du septum nasal vers le sinus sagittal supérieur. Alors, le sinus sagittal supérieur, je vous rappelle, là, il est inclus donc, dans la partie supérieure de la faute du cerveau et il va donc se projeter vraiment sur la partie sagittale de la voûte crânienne, hein, donc d'abord au centre de l'os frontal, ensuite sur la suture interpariétale, et il va aller jusqu'en arrière au confluent des sinus qui correspond à la jonction entre la faute du cerveau et la tente du cervelet, et je vous rappelle que ce sinus sagittal supérieur va essentiellement se jeter dans le sinus transverse droit, ce qui fait que l'essentiel du sang passe par ce sinus transverse droit, et c'est pourquoi si vous prenez en réalité un occiput et que vous le regardez, à partir de cette protubérance occipitale interne là, qui correspond au confluent des sinus, eh bien vous allez avoir le sinus transverse droit ici est beaucoup plus marqué que le gauche. Il est logique que ce soit le cas puisqu'il y a un débit sanguin plus grand. On passe au deuxième foramen. Alors il s'agit des foramen ou du foramen ethmoïdal antérieur. Sachez qu'ici on est sur un foramen donc, qui est pair, donc il y a deux foramen, quoi. Il y en a un de chaque côté, à gauche et à droite. Il est situé à la partie tout antérieure de la lame criblée de l'ethmoïde, lame criblée qui est traversée de foramen dont je parlerai juste après. Et donc je vous rappelle que l'ethmoïde, vous avez une cristagalie en plein centre, vous avez des lames horizontales de chaque côté avec des masses latérales de chaque côté qui vont descendre, qu'on ne voit pas sur ce schéma. Les masses latérales vont constituer une partie des parois nasales et bien sûr une grosse partie de la portion médiale de l'orbite. Alors, ce foramen ethmoïdal antérieur, donc, il est situé au bord médial de l'orbite osseuse. Il permet une communication entre l'orbite et la lame criblée de l'ethmoïde, ainsi que donc la fosse crânienne antérieure. C'est-à-dire que, en gros, on ne devrait pas le dessiner vraiment comme ceci, le foramen, mais il est vraiment situé à la jonction ici entre l'os frontal et la lame criblée de l'ethmoïde. Pour ceux qui connaissent bien l'anatomie des nerfs crâniens, ce foramen ethmoïdal antérieur laisse passer, par exemple, une des branches du nerf trijumeau, une des branches de la partie nasociliaire du nerf trijumeau, qu'on appelle le nerf ethmoïdal antérieur. Et ce nerf ethmoïdal antérieur va partir de l'orbite, donc qui est sous cette portion ici horizontale de l'os frontal, et venir donc coulisser ici sur l'ethmoïde. Alors bien sûr, chaque fois que vous avez des foramen comme ça qui sont traversés par des nerfs, ou en tout cas très souvent, ces nerfs sont accompagnés de petits vaisseaux sanguins artériels et veineux. Ils servent déjà d'alimentation pour le nerf et les structures autour, mais également de support mécanique, c'est-à-dire si vous êtes un nerf et que vous devez glisser dans un foramen, vous vous sentirez bien mieux si vous pouvez vous allonger sur des petits canalicules qui sont remplis de liquide, c'est-à-dire des veines ou des artères. Donc le contenu de ce foramen, eh bien, on a le nerf ethmoïdal antérieur qui est issu de la branche nasociliaire du nerf trijumeau. Ce nerf est parfois appelé nerf nasal interne, mais je me méfie de ces appellations. Elles peuvent prêter à confusion car on a au niveau du sac 2 un rameau nasal qui s'appelle le rameau nasal externe. Si on commence à mélanger sac 1, sac 2 avec des appellations qui se ressemblent, ça devient
très compliqué. Donc moi, je m'en tiens à l'appellation nerf ethmoïdal antérieur puisqu'il traverse le foramen ethmoïdal antérieur situé à la jonction entre l'os frontal et l'ethmoïde. Alors, je vous ai dit, on a une artère ethmoïdale antérieure qui est donc issue de l'artère ophtalmique elle-même issue de la carotide interne. Je vous ramène à la présentation du polygone de Willis. Et donc une veine ethmoïdale antérieure qui va se jeter dans la veine ophtalmique supérieure. Veine ophtalmique qui, je vous le rappelle, va aller vers l'arrière en intracrânien, se jeter dans le courant médial du sinus caverneux. Et ce courant médial du sinus caverneux, je vous rappelle qu'en son centre, nous avons l'artère carotide interne et tout un plexus orthosympathique autour de cette artère carotide interne. Toutes ces structures donc, vont se charger des fosses nasales antérieures des cellules ethmoïdales et de la dure mère de la fosse crânienne antérieure. Donc, vous voyez, on n'a fait que 2 foramen, là, des tout petits. Il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de liens à faire. Hein. Je pourrais rester des heures sur un seul foramen. Donc, vous voyez que cette vidéo, ou si vous l'écoutez simplement sans regarder, c'est chargé. Donc, moi, je vous conseille peut-être de la regarder une fois. Si vous voyez que c'est trop chargé pour vous, replongez-vous dans votre étude et puis vous venez la regarder à la fin quand vous vous sentez prêt. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire des associations entre les vidéos que je vous fais ici et les études que vous avez faites personnellement dans vos différents cours. Car sachez que la mémorisation repose sur 4 piliers. Et dans ces 4 piliers, on a bien sûr l'association. Associer cette vidéo dans laquelle je vais vous donner beaucoup d'informations avec ce que vous étudiez de votre côté va favoriser votre mémorisation. Les 3 autres piliers de la mémorisation, on a bien sûr la répétition. C'est pour ça que je vous conseille d'étudier plusieurs fois et peut-être de regarder cette vidéo plusieurs fois. En répétant les infos, elles vont s'ancrer plus facilement dans votre cerveau. La 3e chose pour ancrer dans la mémoire, c'est l'attention. Il faut que vous soyez attentif. Donc écoutez cette vidéo en bruit de fond pendant que vous jouez à Candy Crush. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Soyez vraiment concentrés et je vous conseille donc d'avoir des feuilles de papier à côté de vous, peut-être, refaire des schémas, des résumés, griffonner. En tout cas, il faut que vous soyez attentifs. Et la 4e chose, c'est pour bien mémoriser, c'est mieux si on développe de l'émotion par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Alors, je suis désolé, mais émotivement parlant, c'est vrai qu'une base du crâne, c'est pas ouf. Donc, j'essaierai, dès que je peux vous donner une anecdote ou autre, de vous captiver un peu plus. Donc, on a fini pour le foramen ethmoïdal antérieur. Alors, les petits malins se disent peut-être que le suivant, ce sera le foramen ethmoïdal postérieur qui est ici. Mais d'abord, on va faire les multiples petits foramen là, qui sont situés donc à la face supérieure de l'ethmoïde au niveau de sa lame horizontale. Il s'agit donc des foramen criblés. Alors, ces foramen criblés, ils servent à quoi? Ils servent de passage aux petits axones qui viennent du bulbe olfactif. Donc, ce foramen permet la communication entre les vaisseaux de la région olfactive et les cavités nasales. La composition de ces foramen, ils sont situés en plein cœur de l'ethmoïde. C'est-à-dire que par exemple, le trou borgne, il est composé du frontal et de l'ethmoïde. Le foramen ethmoïdal antérieur est composé également du frontal et de l'ethmoïde. Mais là, ici, avec les foramen criblés, on est en plein centre de l'ethmoïde, donc ils sont intra-osseux. Alors, le contenu de ces foramen criblés, essentiellement, donc le plus célèbre contenu, ce sont les filets du nerf olfactif, donc le premier nerf crânien. On en a entre 15 et 20 de chaque côté, donc c'est pas énorme. Hein, et ils vont aller se jeter donc, dans les fosses nasales supérieures pour donc capter les informations sensorielles olfactives. On appelle d'ailleurs cette zone où l'on peut recevoir les odeurs, on l'appelle la tache jaune ou la tache olfactive. Alors, on a également certains filets du nerf ethmoïdal antérieur donc, qui vont venir ici et puis emprunter ces canalicules osseux. Et on a également des artères et des veines ethmoïdales antérieures qui vont envoyer certaines collatérales. Donc, vous allez voir qu'ici, on a le foramen antérieur, ici, on a le foramen postérieur. Eh bien sûr, il va y avoir un petit méli-mélo comme une sorte de plexus artério-veineux ici au niveau des foramen criblés. À nouveau, tout ce qui passe en intranasal peut pénétrer en intracrânien via ces foramen. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans votre nez. Je disais il n'y a pas longtemps
un livre très intéressant du docteur Salman, Comment vivre en bonne santé. J'ai oublié le titre, je suis désolé, vous pourrez aller voir. Et dedans, il parlait justement de l'art de se curer le nez en expliquant qu'il était très important d'avoir les mains propres. Quand on faisait ça, on ne se rend pas compte à quel point une petite infection endonasale peut vite devenir préjudiciable. Moi, je me rappellerai toujours aussi, c'était une patiente, alors qui ne me consultait pas du tout pour ça, que j'avais, qui a loupé un rendez-vous et le motif en fait c'est qu'elle avait fait une méningite, donc elle avait une petite infection ORL qui à la base ne semblait être rien de grave, qui a dégénéré en méningite et l'hypothèse c'était que cette bactérie, ce virus ou ce microbe, je ne sais pas de quoi il s'agissait, avait pénétré en endocrania par des foramen de l'ethmoïde. Donc, foramen qui peuvent être tristement célèbres dans certains cas. Alors, on passe maintenant donc au foramen ethmoïdal postérieur. Alors, ce foramen ethmoïdal postérieur, c'est le même que l'antérieur, sauf qu'il est à l'arrière. Donc, il est composé des mêmes os. Il est composé de la face supérieure de la masse latérale de l'ethmoïde. Il est dans la partie médiale de l'orbite osseuse et donc il est chapeauté par l'os frontal. Alors, que laisse-t-il passer? Il laisse passer le nerf ethmoïdal postérieur, qui vient également de la branche nasociliaire du trijumeau, des artères et des veines ethmoïdales postérieures, l'artère venant, elle, de l'artère ophtalmique, et les veines donc, qui vont aller se jeter dans les veines ophtalmiques supérieures, et donc à nouveau constituer le courant médial du sinus caverneux. Ce courant médial du sinus caverneux, qui je vous le rappelle, est traversé donc par la carotide interne. Donc je vais vous faire un petit schéma ici maintenant que j'y pense, parce que c'est vrai que j'oublie que je peux être un peu plus comment dire, didactique avec vous. Donc en fait, si on regarde un sinus caverneux de face, donc en gros, on a le sinus caverneux, c'est un gros cube, comme ceci. Ok? Un gros cube. Là, on est en médial, ça va? Et là, ici, on est en latéral. Ok? Alors, ce sinus caverneux, il va être divisé en deux. Ça va? Alors, lorsqu'on va le diviser en deux, donc le courant médial, lui, en son centre, on va avoir la carotide interne. Et alors, autour de la carotide interne, je vais vous dessiner des petits points comme ceci. J'aurais pu les faire en jaune. Ce sont les branches orthosympathiques péricarotidiennes. Donc, qui vont pénétrer, en fait, elles vont pénétrer dans la fissure orbitaire supérieure, et plutôt, alors ici, cette carotide interne, par exemple, qui va donner l'artère ophtalmique qui va emprunter le canal optique, elles vont suivre, par exemple, l'artère ophtalmique pour aller, par exemple, dans l'orbite et donner toutes les informations orthosympathiques au ganglion ciliaire, par exemple, ganglion ciliaire qui va se charger essentiellement donc du neurovégétatif au niveau du cristalla, par exemple, de l'œil, de la pupille, de toutes les fonctions neurovégétatives endo-oculaires. Alors, on a la partie maintenant latérale du sinus caverneux. Et alors, dans cette partie latérale du sinus caverneux, vous avez essentiellement des nerfs. Alors, vous allez avoir le 3, ici tout en haut, puis vous allez avoir le 4 juste en dessous, et puis vous allez avoir le 6, et puis vous allez avoir le 5A ici en dessous. Et on dit parfois que juste collé ici, vous avez le 5-2. Donc c'est 3, 4, 6, 5A, 5-2. C'est l'ordre, ça va? Donc 3, hop, 4, on voudrait que ce soit le 5, mais non, c'est le 6. Et puis vous avez le 5A et le 5-2. Ça va? Alors, pour l'ordre ici, j'ai un doute maintenant que je fais le dessin, parce que je me dis que puisque le 6, le nerf crânien 6, c'est le nerf abducens, celui-ci va se charger du droit latéral
de l'œil. Et donc, je pense que c'est lui qui va se trouver en latéral et ceux-ci qui vont se trouver en médial. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'en fait, le 3 doit plutôt être ici, le 4 plutôt ici, le 5A plutôt ici et le 6 là. Écoutez, c'est une chose que vous pourrez aller vérifier de votre côté. En tout cas, sachez que de haut en bas, c'est 3, 4, 6, 5, 1, 5, 2. Et peut-être qu'il faudrait inverser ici. Peut-être que je fais une erreur. Vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas revu ces choses-là. Et on peut alors après avoir certains doutes. Donc, le sinus caverneux, vu de face, le voici. Son courant médial reçoit plutôt donc les veines ophtalmiques, hein, il y en a deux des veines ophtalmiques, ça va. Donc il reçoit plutôt les veines ophtalmiques. Son courant latéral, lui, reçoit donc le sinus sphénopariétal de Bréchet. Donc sinus sphénopariétal. Ça va? Deux courants. Chaque courant est contient d'un côté en latéral des nerfs crâniens, de l'autre la carotide interne ainsi que son plexus orthosympathique. Et je vous rappelle que donc si je dois les dessiner ici sur le schéma, ils sont juste à côté. Donc ici, au sinus caverneux, ils sont juste à côté, alors pas aussi gros, hein, mais du corps du sphénoïde, d'un côté et de l'autre. On a même une communication intercaverneuse qui peut se faire entre les deux courants médiaux. Alors, je reviens, hop, désolé hein, pour ces petites parenthèses que je fais, mais ça me semble utile, ça permet d'avoir des révisions. Vous êtes proche de l'examen, alors je ne vais pas être avare d'anecdotes et de liens. Alors, si maintenant on passe au foramen donc suivant. Le foramen donc suivant, c'est la fissure orbitaire supérieure. Alors, cette fissure orbitaire supérieure, je vais bien vous lire d'abord ce que j'ai inscrit ici. Sachez d'ailleurs que pour ceux qui voudraient le PDF, vous m'envoyez un petit message et je peux vous le transmettre assez facilement quand j'aurai le temps. Donc, je ne dis pas que je vous répondrai dans la minute. Mais si vous me le demandez assez souvent et qu'à un moment j'ai l'occasion, je suis sur mon ordi et j'ai le temps de vous l'envoyer, je le ferai avec grand plaisir. Donc, la fissure orbitaire supérieure, c'est un gros foramen, hein, donc très important à connaître. C'est un foramen qui fait communiquer donc la base moyenne du crâne avec le fond, la partie postérieure de l'orbite osseuse. Donc en généralité, communication entre la fosse crânienne moyenne et l'orbite. Alors sa composition, donc elle est située au fond de l'orbite et elle est formée par la partie inférieure de la petite aile du sphénoïde. Donc là ici on a la petite aile du sphénoïde, sa partie inférieure, et par la partie supérieure et antérieure de la grande aile du sphénoïde. Alors, son contenu, je vais vous le lire et puis je vous ferai un petit dessin, c'est bien plus beau. Donc, le contenu, on a le sac A, donc le nerf ophtalmique. Alors, le nerf ophtalmique va se diviser en trois branches en entrant dans la fissure orbitaire supérieure. On aura une branche nasociliaire, un nerf frontal qui va se rediviser bien sûr, hein, chacune se redivisera, un nerf frontal et un nerf lacrymal. On a également dans cette fissure orbitaire supérieure le nerf trochléaire, donc le nerf trochléaire pour le muscle oblique supérieur de l'œil. On va avoir des rameaux supérieurs et inférieurs du nerf oculomoteur, donc du 3. Et le 3, en fait, va surtout se diviser en deux lorsqu'il va pénétrer donc, dans la structure tendineuse de Zinn. Donc on pourrait presque dire que dans la fissure orbitaire supérieure, le 3 est encore total, c'est-à-dire il n'est pas encore divisé en versants supérieurs et inférieurs. On va avoir le nerf abducens, donc le 6, qui va pénétrer aussi dans l'anneau de Zinn. On va avoir bien sûr des rameaux orthosympathiques qui viennent en réalité des carotides internes. Et on va avoir les veines ophtalmiques supérieures et inférieures. Donc ici en bas à gauche, je vais à nouveau vous dessiner, vue de face, une fissure orbitaire supérieure droite. Donc si on regarde de face le fond d'un œil, vous allez avoir ceci. Donc, votre fissure orbitaire, hop, elle va ressembler à ça, une fissure orbitaire supérieure. Ici, vous savez quoi? Je vais même la faire en plus grand. Donc, hop, vous allez donc avoir ici votre fissure orbitaire supérieure. Voilà. Et ici, juste à côté, un beau canal optique. Ça va? Alors, ici, au-dessus, c'est la petite aile du sphénoïde. Et ici, en dessous, c'est la grande aile du sphénoïde. Le
Canal optique, lui, on le verra après, il est situé aux racines de la petite aile, racines des petites ailes, ça va? Et lui, il reçoit d'autres structures, mais je vais devoir les nommer maintenant. Alors, dans cette fissure orbitaire supérieure, vous avez ici deux grosses veines. Ce sont les veines ophtalmiques. Et ces veines ophtalmiques, la médiale va aller, enfin, pardon, les deux veines ophtalmiques, pardon, vont aller se jeter dans le courant médial du sinus caverneux. OK? Alors, vous allez avoir également, dans cette fissure orbitaire supérieure, vous allez du canal optique ici avoir une superbe artère ophtalmique qui vient donc se jeter juste derrière l'orbite. Et cette artère ophtalmique est accompagnée du nerf crânien qui va se charger de la vue, c'est-à-dire le nerf optique. Et en plus, autour de votre artère ophtalmique, vous avez ici un petit plexus orthosympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette fissure orbitaire supérieure? Eh bien, je vous ai parlé de l'anodosine. Cet anodosine, il est composé en deux. Une partie ici. Donc en fait, il correspond au tendon des muscles oculomoteurs qui viennent se jeter à l'arrière. En deux parties, c'est un peu un 8 en fait. Et ce qui est bien, c'est que l'artère ophtalmique et le nerf optique pénètrent dans une des deux parties, donc de l'anodosine. Par contre, dans cette partie-ci, qui reste vide, vous allez avoir au-dessus le 3 supérieur, en dessous le 3 inférieur, en latéral ici, le 6 pour le droit latéral de l'œil, en médial, la branche nasociliaire du sac A, et ici, en plein centre, des fibres orthosympathiques. Donc le 3 supérieur, qui je vous le rappelle va innerver le muscle releveur de la paupière et le droit supérieur de l'œil. En dessous le 3 inférieur, qui va innerver le droit inférieur, le droit médial et l'oblique inférieur de l'œil. Et il va donner en plus des informations parasympathiques au ganglion ciliaire. Ici en plein centre, vous avez le plexus orthosympathique. Ici en latéral, le nerf abducens qui va innerver le droit latéral de l'œil. Et ici en médial, vous avez la branche nasociliaire du sac A. Alors, pour ce qui est des nerfs hors de l'anodosine maintenant, vous allez avoir ici, à l'extrême latéral et supérieur de la fissure orbitaire supérieure, la branche lacrymale du sac A. Ici, en médial, la branche frontale du sac A. Et ici, entre les deux, vous allez avoir le nerf trochléaire, donc le 4, pour le muscle oblique supérieur de l'œil. Donc ici, on a du sac A lacrymal, du 4, du sac A frontal, du 3 supérieur, du 3 inférieur, du 6, du sac A nasociliaire, du 2, du nerf optique, de l'artère ophtalmique avec de l'orthosympathique et des veines ophtalmiques. C'est magnifique. Sachez que devant tout ceci, eh bien, vous avez le globe oculaire et qu'en faisant apparemment des manipulations du globe oculaire, vous pouvez venir stimuler les structures neurovasculaires du fond de l'œil. Alors, rien qu'une façon de l'observer, c'est vous avez le 3 inférieur ici avec du parasympathique. Quand vous faites des compressions sur vos globes oculaires, vous pouvez stimuler le système parasympathique et créer donc une chute de tension artérielle et une chute de fréquence cardiaque. Ça s'observe par exemple chez les gens qui sont fatigués ou autres. Donc le fait de pousser sur vos yeux, vous allez voir, ça va créer une parasympathicotonie. Ça va? Alors on va passer au schéma suivant. Hop, alors je vais juste d'abord supprimer ça pour pas dégueulasser ma présentation. Voilà. Alors au schéma, au foramen suivant. Alors, le foramen suivant, le canal optique, donc je viens de vous en parler. Ce canal optique, il fait communiquer la fosse crânienne moyenne avec l'orbite. Il se trouve en plein cœur de l'os sphénoïde à la racine de sa petite aile. Et je vous l'ai expliqué juste avant, il est traversé par le nerf optique
et par l'artère ophtalmique qui est accompagnée donc de rameaux orthosympathiques. Alors j'ai préparé un autre cours que je vais bientôt aussi enregistrer vraiment sur les nerfs crâniens. Mais donc rappelez-vous que ce nerf optique, si je le dessine ici sur le schéma, donc le nerf optique ici, hop, voilà. Donc en fait, il naît ici du dorsum c'est là et moi, de la région chiasmatique donc du sphénoïde, et puis donc il va partir là et il va entrer de chaque côté dans le foramen optique. Il est accompagné ici donc de l'artère ophtalmique qui vient de la carotide interne. Rappelez-vous que vous allez avoir une portion qu'on appelle chiasmatique du nerf optique, une portion intracanalaire, puis vous allez avoir une portion intra-orbitaire et ensuite une portion oculaire, c'est-à-dire quand le nerf va pénétrer dans l'œil. Je vous rappelle qu'ici à l'arrière, vous allez avoir ce qu'on appelle le tractus optique qui va venir au niveau du tronc cérébral et puis les radiations optiques qui vont venir se jeter dans les lobes occipitaux. Donc votre nerf optique, il y a vraiment des grandes irradiations qui partent vers le tronc cérébral pour tous les réflexes liés à la vue et puis vous allez aller vers le lobe occipital pour ce qui est prise de conscience de ce que vous voyez. Donc c'est assez vaste, c'est un nerf simple anatomiquement mais qui au niveau neurofonctionnel par contre est très compliqué. Hop là, foramen suivant, le foramen grand rond. Alors, le foramen grand rond va relier la fosse crânienne moyenne à la région ptérygo-palatine. Alors, la composition de ce foramen, il est en plein cœur de l'os sphénoïde et il est situé entre la racine moyenne et supérieure de la grande aile du sphénoïde. Je vous rappelle que la grande aile du sphénoïde a plusieurs racines. Eh bien, le foramen grand rond est à la jonction entre sa racine moyenne et sa racine supérieure. Alors, le contenu du foramen grand rond, il est uniquement traversé par le nerf maxillaire, c'est-à-dire le SAC2. Ce nerf, donc, est seul et bien protégé. C'est-à-dire que donc, le nerf ici, maxillaire, SAC2, va pénétrer quasi horizontalement dans ce foramen avant de venir traverser donc ce qu'on appelle la fissure orbitaire inférieure, mais qui elle n'est pas visible au niveau de la base du crâne. Et puis donc à cet endroit, vous savez qu'il va suspendre le ganglion sphénopalatin, il va donner des nerfs alvéolaires antérieurs, moyens et postérieurs, surtout pour les dents supérieures, et puis émerger au niveau de la face par le foramen infraorbitaire pour innerver toute la région moyenne en termes de hauteur de la face, c'est-à-dire le nez, la paupière inférieure, la lèvre supérieure et la joue. Pas très compliqué, donc ce foramen grand rond, il n'y a pas plein de vaisseaux, il y a juste un gros nerf qui le traverse. J'imagine, alors c'est pas référé dans les livres d'anatomie que j'ai consultés, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi des petites artérioles, des petites vénules avec lui. C'est obligé. Sachez qu'un nerf donc, est alimenté par deux systèmes vasculaires. Un système vasculaire extraneural, c'est-à-dire ce sont les artères et les veines autour de lui, et un système vasculaire endoneural qu'on appelle le vasa nervorum, associé au nervi nervorum. Ce sont l'innervation et la vascularisation donc interne au nerf. Chaque technique que l'on pourrait faire sur un nerf, alors là je pense plutôt au nerf périphérique des membres, pourra stimuler les composantes extraneurales et intraneurales du nerf. Alors, vous allez avoir foramen suivant, donc juste en arrière du foramen grand rond, vous allez avoir le foramen veineux de Vesal. Alors, ce foramen est un foramen accessoire dont la composition donc, est la grande aile du sphénoïde et le foramen rond et ovale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez le foramen grand rond ici, le foramen ovale ici en arrière. Entre les deux, donc à nouveau aux racines des grandes ailes, vous avez deux tout petits foramen. Ces foramen-là, on n'en parle pas souvent en classe et pourtant on se fait parfois interroger à ce sujet. Donc il est important ici pour vous de bien en tenir compte parce que moi je me rappelle à mon examen de 3e année en anatomie, j'en avais jamais entendu parler et pourtant ils sont apparus sur ma feuille. Alors le contenu, il laisse passer donc ce qu'on appelle des veines émissaires. Donc des veines émissaires, en gros, c'est comme si on pouvait dire des petites veines inconstantes, des veines qui brillent par leur rareté. Et alors ces veines émissaires vont traverser le sinus caverneux et ils vont permettre donc de connecter en fait le sinus caverneux au plexus ptérygoïde, donc dans la fosse
infratemporale. C'est-à-dire que vous avez le sinus caverneux qui est situé ici. Vous allez avoir des petites vénules qui vont passer donc, par ce foramen veineux de Vésale, venir se projeter en extracrânien. Et en gros, en extracrânien, ils vont venir communiquer avec ce qu'on appelle le plexus veineux ptérygoïdien. Donc vous avez juste ici en externe les lames ptérygoïdes et autour de ces lames ptérygoïdes, un gros plexus veineux, eh bien, il y a une communication endo-extracrânienne entre sinus caverneux et ptérygoïde via ces petits foramen. Donc juste en arrière, on a le foramen innominé de Arnold qui joue exactement le même rôle que le foramen cité juste avant, à une exception près, c'est que dans certains cas, ce foramen innominé de Arnold peut livrer passage au nerf petit pétreux superficiel. Donc en fait, vous avez ici les deux petits foramen à la partie antérieure des pyramides pétreuses. Vous allez avoir un accessoire et vous allez avoir un de Fallope. Eh bien, de l'accessoire, vous allez avoir le petit pétreux superficiel qui peut émerger. Et ce petit pétreux superficiel, en fait, donc, hop, on le verra après, hein, donc il est issu du nerf facial. Ce petit pétreux superficiel, il peut sortir du crâne par deux trajets. Donc, il va sortir ici de l'hiatus accessoire. Soit il peut passer directement ici dans le foramen ovale, ou dans certains cas, il va aller ici dans le foramen de Arnold. Donc, il y a deux cas de figure possibles. Hop là, alors on va effacer ça. Voilà. Et bien sûr, il peut y avoir aussi un petit plexus veineux, hein, c'est pas rare à cet endroit-là. Donc un petit plexus veineux qui va aussi des petites vénules qui vont à nouveau faire communiquer le sinus caverneux avec les plexus veineux ptérygoïdes. Donc ces deux petits foramen-là, Vésale en avant et Arnold en arrière, très important. Donc Vésale, c'est une communication veineuse entre sinus caverneux et plexus ptérygoïde, alors que Arnold, c'est une communication également veineuse, mais ça peut être un foramen inconstant qui va livrer passage au nerf petit pétreux superficiel qui vient donc du corps genouillé du nerf facial. Je vous rappelle que ce petit pétreux superficiel, il contient des informations parasympathiques et en extracrânien, il va venir se jeter dans ce qu'on appelle le ganglion otique. Le ganglion otique va donner les informations parasympathiques à la glande parotide, donc pour la salivation. Alors, foramen suivant, donc vous avez le foramen ovale. Alors, le foramen ovale, lui, est clairement vertical, là où, par exemple, le foramen grand rond est plutôt horizontal antéro-postérieur. Alors, ce foramen ovale, donc c'est le plus gros foramen situé sur la grande aile du sphénoïde. Donc, il fait partie des foramen de la base du crâne en appartenant à la fosse crânienne moyenne, puisque la grande aile du sphénoïde appartient à la fosse crânienne moyenne. Alors, il est situé au centre de la grande aile du sphénoïde et donc il est traversé par deux nerfs. Alors le nerf le plus gros qui le traverse, eh bien c'est le nerf mandibulaire, c'est la troisième branche du nerf trijumeau. Donc je vous rappelle que pour le nerf trijumeau, le 5A branche ophtalmique qui va se diviser en trois, lui va traverser la fissure orbitaire supérieure. Le 5-2, lui, donc branche maxillaire, va traverser le foramen grand rond. Les deux premières sont purement sensitives. Et vous avez ici la SAC3 qui elle est mixte, sensitive et motrice, donc plus grosse, va traverser donc le foramen ovale. Donc cette branche mandibulaire va venir innerver les différentes zones de la mâchoire, aussi bien au niveau sensitif qu'au niveau moteur. Alors je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez avoir le nerf petit pétreux superficiel, donc du 7 qui va traverser ou le foramen ovale, ou l'hiatus ici, donc l'hiatus accessoire, l'hiatus de Arnold, dont je viens de vous parler juste avant. Alors, vous avez des petits vaisseaux artério-veineux qui peuvent également traverser ce foramen pour à nouveau lier les sinus caverneux au plexus ptérygoïde. Donc ces trois foramen-là, Vésale, Arnold et ovale, il y a aussi un rôle veineux, en plus d'un gros rôle neurologique ici pour les trois, surtout pour le grand rond, l'ovale et la fissure orbitaire supérieure. Alors, pour ce qui est maintenant du foramen épineux, donc il est situé à l'extrémité postérieure et latérale de la grande aile du sphénoïde. C'est à nouveau un foramen qui est tout petit et on peut l'appeler aussi foramen épineux de Sivinini.
Donc, c'est dur à prononcer, mais c'est le nom sans doute de l'anatomiste qui l'a découvert. Alors, il est situé donc en arrière du foramen ovale sur la grande aile du sphénoïde. Et alors, il a pour rôle donc de laisser passer l'artère ménagée moyenne qui est issue donc de l'artère maxillaire en exocrânien. Il y a bien sûr une veine du même nom qui va passer à cet endroit. Et je vous rappelle qu'autour de ces artères qui viennent d'exocrânia vers endocrânia, très souvent, on a un plexus orthosympathique qui va venir innerver les différents vaisseaux d'Urmeria. Alors, après sa sortie du foramen ovale, le nerf mandibulaire, donc le SAG3 qu'on vient de voir juste avant, le nerf mandibulaire peut délivrer ce qu'on appelle un rameau ménager moyen qui va remonter par le foramen épineux. C'est-à-dire que plutôt que de donner son rameau ménager dans le crâne directement, il a décidé de faire compliquer le SAG3. Il va sortir par le foramen ovale, délivrer son rameau ménager moyen qui va remonter par le foramen épineux. Alors, encore en arrière ici, vous avez donc les deux petits foramen dont j'ai parlé juste avant, à la partie antérieure de la pyramide pétreuse de l'os temporal. Vous allez avoir l'hiatus accessoire et juste après, on le verra en médial, l'hiatus de Fallope. Alors, cet hiatus accessoire, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il va laisser passer le nerf petit pétreux superficiel. Nerf petit pétreux superficiel, donc qui vient du genou du nerf facial. Ce nerf petit pétreux superficiel, il contient des informations parasympathique, il va s'antérioriser ici pour traverser soit le foramen ovale, soit le foramen d'Arnold, et il va directement en exocrânien venir se jeter dans le ganglion otique. Alors, le ganglion otique, si vous voulez, donc en exocrânien, c'est un ganglion comme ceci. Vous allez avoir donc au-dessus un nerf qui va descendre, donc soit du foramen ovale, soit du foramen d'Arnold, qu'on appelle le petit pétreux superficiel, ça va. Il va également recevoir du parasympathique d'un autre nerf, le 9, donc le glossopharyngia, qui va lui donner le petit pétreux profond. Le petit pétreux profond, je vous rappelle qu'il vient de ce qu'on appelle le plexus tympanique de Jacobson. Il va aussi recevoir de l'orthosympathique, mais là, l'orthosympathique, il va le recevoir plutôt de ses composantes artérielles, c'est-à-dire des artères maxillaires et des artères qui sont situées donc à proximité de la région mandibulaire. Et ce ganglion otique, lui, va donner essentiellement les informations neurovégétatives pour la glande parotide qui est située juste à côté. Oula, désolé, j'arrive pas à écrire parotide, donc je vais m'en tenir à PAR poids. Donc, parasympathique pour le ganglion otique, nerf facial via le petit pétreux superficiel, nerf glossopharyngien via le petit pétreux profond et donc le plexus tympanique de Jacobson, et l'orthosympathique via plutôt des artères, lui, qui se trouvent dans la région. Donc on a artères mandibulaires, maxillaires, qui viennent donner de l'orthosympathique au ganglion otique. Et puis ce ganglion otique va donner les informations neurovégétatives vers la glande parotide. Hop là! Alors, on continue juste à côté. Donc je vous ai parlé de l'hiatus de Fallope. Cet hiatus de Fallope, donc il va laisser passer, de nouveau issu du genou du nerf facial, il va laisser passer le nerf grand pétreux superficiel. Alors le grand pétreux superficiel, vous le voyez ici sur le schéma, il va tracer un sillon sur la pyramide pétreuse de l'os temporal, et de ce sillon, en fait, il va venir pénétrer dans ce qu'on appelle ici le trou déchiré antérieur. Alors ce trou déchiré antérieur, donc, il va livrer passage à aucun tissu vasculaire, donc la carotide interne qui va, elle, émerger du canal carotidien ici à la pointe de la pyramide pétreuse, elle va partir comme ça vers l'avant. Donc elle ne va pas du tout rentrer dans ce foramen. Par contre, le plexus orthosympathique péricarotidien, donc c'est-à-dire des nerfs orthosympathiques, eux vont pénétrer dans ce foramen, plus le parasympathique issu donc du nerf grand pétreux superficiel. Et ce nerf grand pétreux superficiel, en fait, lorsqu'il va sortir ici par le trou déchiré antérieur, il va être rejoint par le grand pétreux profond qui vient du nerf glossopharyngien. Ils vont s'associer pour former ce qu'on appelle le nerf vidia. Et ce nerf vidia donc, va passer dans le canal vidia qui est situé à la racine des apophyses ptérygoïdes de l'os sphénoïde, s'antérioriser, donc en passant dans ce canal, pour venir dans la fosse ptérygopalatine donner toutes les informations parasympathiques au ganglion sphénopalatin.
Donc si je vous dessine le bazar, c'est vous avez ici un gros ganglion sphénopalatin, ça va? Vous allez avoir ici un nerf grand pétreux superficiel et un nerf grand pétreux profond. Donc le grand pétreux superficiel via du 7 et le grand pétreux profond via du 9 plexus tympanique de Jacobson. Ils vont s'associer, traverser le canal vidia en formant le nerf vidia et ils vont venir se jeter dans le ganglion sphénopalatin. Tout ça, ça n'est que du parasympathique. L'orthosympathique, lui, comme le reste, il va venir du réseau périartériel de la région pour venir donc donner les informations orthosympathiques au ganglion sphénopalatin. Je vous rappelle que le ganglion sphénopalatin, c'est lui qui se charge de l'innervation neurovégétative de toutes les muqueuses ORL, du nez, de la trompe d'Eustache, des sinus aérea, de l'œil. Ils vont aller gérer donc la glande lacrymale. Donc le ganglion sphénopalatin, c'est vraiment toute l'humidité des muqueuses ORL. Hop là, c'est bien, on avance. Alors, canal suivant. Oula, j'ai changé de côté. Vous allez avoir ici, à la partie postérieure donc, de la pyramide pétreuse. Donc en fait, la pyramide, elle est divisée en deux vraiment par la crête ici, crête pétreuse. Et cette crête pétreuse, en fait, elle reçoit ce qu'on appelle le sinus pétreux supérieur. Sinus pétreux supérieur qui va venir rejoindre le sinus transverse pour former le sinus sigmoïde qui va aller se jeter dans le foramen jugulaire dont on parlera après. Alors, donc la division en deux fait qu'en arrière, vous allez avoir le méa acoustique interne. Et ce méa acoustique interne, il est traversé par plusieurs structures. Il est de nouveau en plein cœur de l'os temporal. Et donc, il va être traversé par le 8, donc le nerf vestibulo-cochléaire, par le nerf facial, et par le nerf intermédiaire de Brisberg, donc le 7 bis, qui va donner donc toutes les informations parasympathiques via la corde du tympan pour les ganglions submandibulaires et sublagaux. Alors ces fascicules nerveux reposent donc sur la belle et grosse artère labyrinthique qui va les protéger. Donc le méa acoustique interne, c'est quand même 3 nerfs et une grosse artère. L'artère labyrinthique, le 7 bis et le 8. Le 8, il va se charger de l'audition et de l'équilibre, donc quand même des nerfs assez important. Ensuite, le trou déchiré antérieur, dont je vous ai déjà parlé brièvement, il est formé par 3 os. Il est formé par l'extrémité antérieure de l'apophyse basilaire, il est formé par la partie postérieure du sphénoïde et il est formé par la partie antérieure de la pyramide pétreuse du temporal. Et bien dans ce foramen, vous allez avoir des tissus orthosympathiques qui vont passer ainsi que le nerf grand pétreux superficiel. Donc c'est un foramen, on va dire, qui à tort, souvent on dit qu'il n'y a rien qui passe dedans, c'est pas vrai. Il y a de l'orthosympathique, il y a le grand pétreux superficiel qui va être rejoint par le grand pétreux profond pour former le nerf vidia et ensuite passer dans le canal vidia. Alors, on passe, si on a parlé du trou déchiré antérieur, on va parler maintenant du trou déchiré postérieur. Alors ce trou déchiré postérieur, là ça vaut à nouveau la peine que je fasse un beau schéma. Donc ce trou déchiré postérieur, je vais vous l'agrandir ici. Donc celui-là, là, hop, je vais vous l'agrandir, voilà, ici. Alors, il est formé donc par la partie médiale de la pyramide pétreuse de l'os temporal et il est formé donc par la jonction entre la partie condylaire et la partie basilaire de l'os occipital. Ça va? Alors, ce foramen, vu comme ça, on dirait un seul gros foramen, mais en réalité, il est divisé en 3 par 2 ligaments. Un ligament qui va partir donc de la pyramide pétreuse et aller vers la région basilaire, on appelle ça le ligament pétro-basilaire. Et un ligament qui va partir de la pyramide pétreuse et aller vers la région de l'apophyse jugulaire de l'occiput, donc on appellera ça le ligament pétro-jugulaire ou pétro-condylaire. Oups, voilà, je reviens. Alors, on a donc un foramen qui va être divisé en 3 cavités, une antérieure, une moyenne, une postérieure. Alors, dans la partie antérieure, au niveau neuro, vous allez avoir le premier nerf crânien qui traverse, c'est le 9. Ici, vous allez avoir le 9. Ensuite, dans la partie moyenne, vous allez avoir le 10 et vous allez avoir le 11. Ça va? Alors, pour ce qui est de la partie maintenant artérielle du foramen,
vous allez avoir ici dans la partie moyenne une artère qu'on appelle l'artère ménagée postérieure qui est issue de l'artère laryngée ascendante. Rappelez-vous, ces artères sont toujours accompagnées d'un plexus orthosympathique situé ici autour. Maintenant, le gros rôle de ce foramen, c'est surtout son rôle veineux. Vous allez avoir dans la partie postérieure ici une très grosse veine qui est la veine jugulaire interne. Cette veine jugulaire interne, elle est le prolongement du sinus sigmoïde en endocrânien, sinus sigmoïde qui est formé par le nerf, par le sinus pétreux supérieur et le sinus transverse. Alors, vous allez en plus avoir ici le sinus pétreux inférieur qui va rentrer dans la partie antérieure du foramen, sortir du foramen et venir rejoindre la veine jugulaire interne en exocrânien. Et en plus de ça, vous allez avoir le sinus occipital postérieur qui va venir se jeter en exocrânien, dans la veine jugulaire interne. Donc en gros ici, à l'arrière, vous avez la grosse veine jugulaire interne qui vient, elle, de la réunion entre le sinus pétreux supérieur et le gros sinus transverse. Vous allez avoir ici, hop là, le sinus sigmoïde. Ici en avant, le sinus pétreux inférieur qui va venir rejoindre en exocrânien. Et ici, le sinus occipital postérieur qui va venir rejoindre également en dehors du crâne. Ça va? Pour les nerfs, c'est 9 antérieur, 10, 11 moyen et artère ménagée postérieure issue de l'artère laryngée ascendante et son plexus orthosympathique dans la région moyenne. Donc ce foramen-là, c'est sûr et certain, vous aurez des questions dessus, donc vous devez vraiment le connaître par cœur. Donc si je m'en tiens à ce que j'ai noté sur la dia maintenant, c'est sans doute le plus célèbre des foramens de la base du crâne pour les ostéopathes. Il est contenu entre le bord médial de la pyramide pétreuse du temporal et l'occiput, partie jugulaire en postérieur et partie basilaire en antérieur. Il contient plusieurs nerfs, le 9, le 10, le 11, et il est traversé par plusieurs structures veineuses, dont le sinus pétreux inférieur, le sinus occipital postérieur et le sinus sigmoïde. Tous, en sortant du crâne, vont former la veine jugulaire interne dans laquelle viennent se jeter les deux premiers sinus dont je vous ai parlé. Il est également traversé par l'artère ménagée postérieure et son plexus orthosympathique. Sachez qu'en exocrânia, ici juste en arrière, vous avez la grosse insertion du scum et que cette grosse insertion du scum va donner des fibres conjonctives qui vont être à proximité ici du foramen jugulaire. Vous avez en plus ici juste en médial du foramen jugulaire l'OA et ici juste en avant et latéral la mandibule. Moi je dis souvent qu'avant d'avoir la prétention d'ouvrir ce foramen jugulaire, pour s'assurer que les structures qui le traversent soient saines lors des différents mouvements de la tête et de la mandibule, il faudrait s'assurer que tout se passe bien au niveau de la mandibule, au niveau de l'OA et au niveau des insertions mastoïdiennes, essentiellement du scum. Et après, peut-être qu'on pourrait se dire qu'on a un impact sur le foramen jugulaire et surtout pas le foramen, mais les structures qui le traversent. C'est mon point de vue. Hop, alors je vais juste effacer ce qui s'est inscrit là par accident. Et on va parler maintenant de l'aqueduc vestibulaire. Alors l'aqueduc vestibulaire, pareil, c'est un petit canal dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Alors en fait, il sert à quoi, ce petit canal? Il sert à amener les canaux qu'on appelle endolymphatiques à l'oreille interne. Donc vous le savez, dans l'oreille interne, vous avez les organes de l'équilibre, vous avez les organes otolithes et vous avez les canaux semi-circulaires. Les canaux semi-circulaires, leur rôle, c'est surtout de vous permettre de vous orienter lorsque vous faites des mouvements rotatoires avec votre tête, alors que les organes otolithiques, donc l'utricule et la sacule, c'est plutôt pour les accélérations linéaires et les inclinaisons de votre tête. Eh bien, dans ces organes, vous avez du liquide. On appelle ça du liquide endolymphatique, de l'endolymphe. En fonction du mouvement de ce liquide, votre cerveau, via votre nerf 8, est capable d'interpréter les mouvements de votre tête. Bien sûr, votre cerveau va associer cela à ce que vous voyez, à la proprioception au niveau de votre nuque. Donc, il y a tout un rôle des aires associatives du cerveau. Eh bien, ce liquide, en fait, il vient donc des canalicules endolymphatiques qui vont traverser l'aqueduc vestibulaire et ce canalicule en fait est situé juste à proximité des épanchements d'urmeria. Donc il y a vraiment un lien entre la durmère et les canalicules endolymphatiques. Donc il contient le canal endolymphatique qui a pour but de maintenir les pressions liquidiennes dans l'oreille interne
notamment pour les différentes fonctions de l'équilibre. Et bien, quand vous vous mettez une grosse tôle et que vous êtes bien bourré, l'alcool, en fait, peut avoir un impact sur les différentes pressions liquidiennes dans l'oreille. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain taux d'alcool, vous allez avoir des vertiges rotatoires ou lors des mouvements linéaires et d'inclinaison de la tête, parce que il y a un trouble liquidien dans l'oreille et donc votre cerveau ne perçoit plus la cohérence entre ce qui se passe au niveau de l'oreille interne, de votre vue et de votre proprioception. Et l'alcool généralement altère les trois piliers de cet équilibre. Donc c'est pour ça qu'il nous est tous arrivé, je pense, de chuter en soirée lorsqu'on avait un peu trop bu. Alors, courage, il en reste plus des masses. Foramen suivant, donc on a ici le foramen mastoïdien. Alors ce foramen, je l'ai fait fort gros là sur mon dessin, j'aurais pu le faire plus petit. Donc il est inconstant, il est en plein cœur de l'os temporal. Alors c'est un foramen bonus, ça. Si on vous pose une question sur ce foramen-là et que vous savez répondre, là c'est le 19 sur 20. Et donc il est traversé par des veines émissaires qui relient le sinus sigmoïde au vaisseau occipito-extracrânien. C'est un système de décompression accessoire qui est parfois traversé également par des vaisseaux artériels. Alors en fait, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez ici donc le sinus transverse, là, il va être rejoint par le sinus pétreux supérieur. Et ils vont former donc le sinus sigmoïde. Ça va? Eh bien, vous allez avoir des petites collatérales veineuses là qui peuvent passer dans ce foramen mastoïdien et faire communiquer donc les veines de la région occipito-mastoïdienne extracrânienne, donc qui serait plutôt ici, avec les veines ici endocrâniennes. C'est un système de décompression accessoire. Sachez tout de même que si pour une raison ou une autre vous avez le sinus sigmoïde qui est bouché, des petits systèmes collatéraux comme ça ne suffisent pas à assurer la vascularisation saine endocrânienne, mais on a un peu partout comme ça dans le corps des petits systèmes de collatéral qui servent vraiment à tamponner les petites, on va dire, troubles de débit à bas bruit. Hop, donc retenez-le bien, on ne sait jamais, c'est le genre de question que notre prof d'anatomie préféré de la Belso peut poser. Alors, on a ensuite ici au niveau de l'occiput le canal condylia antérieur. Canal condylia antérieur qu'on appelle aussi le canal hypoglosse. Il est situé à la partie antérieure de la région condylaire et donc c'est le nerf hypoglosse, le 12e nerf crânien qui le traverse directement après sa naissance au niveau du tronc cérébral. On dit souvent que le nerf hypoglosse il naît au niveau des olives bulbaires, donc du bulbe rachidien. C'est faux, il naît juste en dedans des olives bulbaires. Alors que le 9, le 10 et le 11, eux, naissent plutôt en latéral et en supérieur de ces olives bulbaires au niveau du bulbe rachidien. Je vous rappelle que ce nerf hypoglosse a pour rôle d'innerver les différents muscles supra-hyoïdiens avec son rameau direct et les muscles donc de la langue, et via l'anse de l'hypoglosse, qui reçoit des anastomoses du 9, du 10 et du 11, via l'anse hypoglosse et également donc des premières et deuxièmes racines cervicales, via l'anse hypoglosse, il va plutôt innerver les muscles infrahyoïdiens, qui ont plutôt un rôle dans la phonation, la respiration et la déglutition. Ensuite, vous allez avoir, donc si on a le canal condylaire antérieur, on a le postérieur. Le canal condylaire postérieur n'est pas toujours présent. Il est situé à la partie postérieure de la région condylaire. C'est un système également de décompression accessoire veineux et il relie donc le sinus sigmoïde et occipital postérieur aux différentes veines cervicales. Donc à nouveau, il ne faut pas croire que si on a une grosse altération du réseau veineux intracrânien, ces petits systèmes accessoires comme ici via le foramen mastoïdien ou ici via le foramen condylia postérieur vont assurer la vascularisation, mais ils peuvent servir pour des petits troubles du débit momentanés. C'est un système de collatéral comme il en existe beaucoup dans le corps. Par exemple, si vous avez une congestion hépatique, la veine cave inférieure, si le débit est altéré, vous allez avoir des collatérales qui peuvent créer donc des hémorroïdes œsophagiales, des hémorroïdes rectaux ou des hémorroïdes ombilicaux par exemple. Ce sont des systèmes de collatérales, mais ils ne peuvent pas fonctionner si le système principal est complètement altéré. Ça c'est impossible, il ne faut pas rêver, c'est pas encore super bien fait à ce niveau-là, le corps humain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, j'imagine, maintenant je ne l'ai pas noté ici, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi parfois des vaisseaux artériels ménagers postérieurs qui passent par ce canal condylia et donc bien sûr un plexus orthosympathique autour. Ça ne doit pas être impossible. Alors, le dernier foramen, le plus gros,
Donc, c'est le foramen magnum. Il est situé à la jonction donc, entre la région basilaire, les régions condylaires et l'écaille en arrière. Donc, il est vraiment situé en plein centre de l'occiput. Alors, ce foramen magnum, moi, je me souviens que je m'étais posé la question en rigolant un jour avant l'examen, tiens, est-ce que je pourrais citer toutes les structures qui le traversent? Et qu'est-ce qui se passe? Première question que le prof d'anatomie me demande à l'oral, c'est quelles sont les structures qui traversent le foramen magnum. Donc si vous avez une intuition sur ce foramen-là, étudiez-le bien. Alors son contenu est traversé donc par ce qu'on appelle la moelle allongée, hein, donc c'est la moelle épinière qui va se prolonger par le bulbe rachidien, le pont et puis les pédoncules cérébraux, qui eux sont plutôt déjà en endocrânien. Le ligament dentelé qui va servir d'attache à la dure mère ici sur le pourtour interne du foramen magnum. C'est d'ailleurs via ce ligament dentelé qu'on parle des fameuses mobilités occipito-sacrées. Hein. Alors vous allez avoir aussi les artères vertébrales, les spinales antérieures et parfois les spinales postérieures, sauf si celles-ci se sont déjà anastomosées aux artères vertébrales en exocrânien. Et bien sûr, autour de ces artères, vous allez avoir le plexus orthosympathique. Vous allez avoir tout le plexus veineux périmédulaire qui peut rentrer ici via le foramen magnum et s'anastomoser avec le sinus occipital postérieur ou avec le sinus basilaire ici qui vient en fait des courants médiaux des sinus caverneux. Donc je vous rappelle que le sinus caverneux courant médial qui est situé ici, il va donner, donc si je le dessine là, hop, voilà, si je dessine ici votre courant médial du sinus caverneux, il va donner le sinus pétreux inférieur qui va venir rentrer dans le foramen jugulaire, mais il va donner aussi ici, donc ce qu'on appelle le sinus basilaire. Ici, on a derrière le sinus occipital postérieur, et puis on va avoir le plexus veineux ici périmédulaire, pardon, qui va venir s'anastomoser avec ces différentes collatérales veineuses. Alors, on a également donc la branche médulaire du 11 qui va donc venir des racines plutôt C1, C2, C3, C4, C5 au niveau médulaire et qui va venir rejoindre la racine bulbaire du nerf spinal accessoire. Toutes les deux donc, vont se connecter pour ensuite donc, terminer leur trajet dans la partie moyenne, je le rappelle, du foramen jugulaire et ensuite aller innerver donc, le scum, le trapèze et donner des collatérales qui vont aller se jeter notamment dans l'anse hypoglosse. Donc voilà pour cette petite exposition des différents foramen de la base du crâne. J'aurais pu être encore plus complet sur certaines connexions entre différentes zones, différentes structures qui traversent le foramen, mais vu que je n'avais qu'un schéma ici et que je vais m'en tenir à des dessins, il ne faut pas non plus que je sois trop chargé. Sachez que très bientôt, je vais sortir un cours avec un PowerPoint beaucoup plus complet, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus visuel sur l'anatomie des nerfs crâniens et donc on en reviendra à parler de tous ces foramen dont je viens de vous faire un bref exposé. Pour ceux que ça intéresse, les formations de structurelles, neurostructurelles ou de thérapie manuelle neuromyofaciale dans le champ crânien que je dispense sont disponibles sur mon site www.osteovm.be. Donc là, vous aurez toutes les informations si vous voulez suivre certains cours dans lesquels on parle d'anatomie, de physiologie, de physiopathologie, de bilan et de traitement. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes étudiant en ostéopathie et que cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à la partager à d'autres de vos confrères, histoire qu'elle ait la portée la plus lointaine possible. Et de toute façon, si vous me suivez déjà sur les réseaux via Instagram, sur mon profil Ostéovan Michel, je vous tiens au courant de toutes les nouveautés ou petits cours, conférences, formats gratuits que je peux poster sur cette toute petite chaîne YouTube. Donc voilà, restez au contact et j'espère que ça vous a plu. Et bonne merde pour vos examens et pour vos études. Et ceux qui souhaitent avoir le PowerPoint, faites-moi un message. Et dès que j'y pense, je vous l'envoie. Allez, à bientôt à tous.